Il est 8h33, le plaisir de vous retrouver tous les matins de 8h30 à 9h pour ce rendez-vous politique, ce moment important de la matinée sur Sud Radio. À partir de 9h, vous savez que c'est très simple, 0826 300 300, vous pouvez réagir et répondre à toutes les questions et témoigner surtout, nous raconter ce que vous vivez. Ce matin, nous allons parler immigration, intégration, avec notre invité, et je suis très heureux de recevoir Didier Leschi, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est un sujet majeur, c'est le sujet majeur des prochaines années, l'immigration. Didier Leschi, bonjour. Bonjour. Vous publiez ce grand dérangement, l'immigration en face. C'est une nouvelle édition chez Gallimard de votre ouvrage dans la collection Tract. C'est bien cela, hein? C'est ça. Alors je regarde l'immigration en face. Est-ce que l'immigration, aujourd'hui, dans notre vie sociale, dans notre vie politique, dérange nos esprits ? Oui, ça je le crois profondément. Il y a un côté, c'est pour ça que j'ai appelé ça ce grand dérangement au titre de dérangement de l'esprit, parce que à chaque fois c'est un débat très technique, il faut être précis, il faut pas se laisser prendre par l'émotion dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire qu'il s'agit pas d'être pour ou contre l'immigration, mais de mettre les choses à plat pour essayer de voir les problèmes qui sont effectivement posés et comment les résoudre et ne pas être dans cette idée qu'il ne se passe rien. Alors c'est justement ce que nous allons faire. Si vous êtes là, c'est pour essayer de nous aider à comprendre. Enfin comprendre, on ne résoudra rien, mais au moins nous allons réfléchir à la question de l'immigration. Ce n'est pas renoncer à ces idéaux que de prendre en compte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. C'est ce que vous écrivez. Expliquez-vous. Oui, bien sûr, parce que je crois que au-delà de la question du nombre, il y a des conditions sociales de l'accueil, la question de la répartition sur le territoire, à la fois en France et en Europe. Il y a les problèmes liés à l'emploi. Je pense que pendant très longtemps, l'intégration s'est faite par l'emploi, par l'industrie en particulier. Nous avons perdu beaucoup d'emplois industriels et en même temps qu'on a démantelé les usines, on a démantelé ce qui permettait l'organisation des travailleurs et ça avait une incidence sur l'intégration. Et puis aujourd'hui, on a une crise du logement dont tout le monde parle et la question du logement est centrale aussi dans l'intégration. Quand on accumule des personnes qui ont des difficultés sociales, puisque je rappelle que malheureusement, un peu plus de 30% des ménages immigrés vivent en dessous du seuil de pauvreté et beaucoup sont dans le logement social, eh bien on n'aide pas à l'intégration et tout ça se conjugue. Et donc mettre à plat et dire que ce n'est pas renoncer à ces idéaux que de regarder les difficultés sociales que peuvent poser des flux migratoires, eh bien je pense que c'est le bon sens. Bien, Didier Leschi, j'ai une question qui est, à mon avis, essentielle. Y a-t-il une voie entre celles et ceux qui pensent que la France est assiégée, au bord de la submersion, et celles et ceux qui pensent que l'accueil est un devoir d'humanité? Je pense que l'accueil est un devoir d'humanité pour ceux qui fuient et qu'on appelle, je dirais, qu'on a appelé pendant très longtemps les réfugiés politiques ou ceux qui sont victimes des guerres. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que on a plusieurs voies d'immigration. On a une immigration étudiante, un peu plus de 104 000 l'année dernière. On a une immigration de travail qui se développe, plus de 50 000 personnes l'année dernière, et donc c'est peut-être une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle du point de vue de notre économie, mais nous avons une difficulté, c'est ce qu'on appelle la demande d'asile. Dans cette demande d'asile, eh bien, l'examen des dossiers individuels faits par l'OFPRA, par l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, montre que, disons, les 2/3 ou les 3/4, suivant les années, des personnes qui s'inscrivent comme demandeuses d'asile ne relèvent pas de l'asile. Ne relèvent pas de l'asile. Alors justement, les faits sont implacables. Regardons les chiffres. Combien de demandes d'asile en France depuis le début de l'année ? Oh là, on va atteindre les 100 000 depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est de nouveau dans toute l'Europe dans une montée de la demande d'asile des entrées. L'Allemagne a beaucoup plus d'entrées et c'est pour ça que l'Allemagne aujourd'hui a des discussions internes extrêmement vives sur comment on continue d'accueillir. Vous avez vu que la Belgique, par exemple, dit qu'elle ne peut plus héberger les demandeurs d'asile hommes célibataires. 100 000 depuis le début de l'année, ça fait qu'on va arriver à 140 ou 150 000 à la fin de l'année. Absolument. Et la difficulté... Plus encore qu'en 2022, qui était déjà une année record. Oui, je pense qu'on va être dans
une année extrêmement importante. La difficulté que nous avons, c'est que dans ces demandeurs d'asile, et c'est pour ça que ce qui se passe en Italie est aussi un problème français, dans ces demandeurs d'asile, nous avons certes des Afghans, et on comprend pourquoi, d'une certaine manière, encore que la majorité des Afghans qui viennent sont des hommes seuls, on a très peu de femmes, hein, mais on a beaucoup de subsahariens. Une des principales nationalités qui débarquent à Lampedusa, ce sont les Tunisiens, c'est-à-dire qu'on voit bien que les Ivoiriens, les Sénégalais, les Maliens, on est dans de la migration économique. Ce ne sont pas, voilà, migration économique, ce ne sont pas des hommes et des femmes, la majorité sont des hommes, ce qui pose un problème aussi d'ailleurs. La majorité sont des hommes. Oui. Sont des hommes, ce qui pose un problème aussi. Didier Lesky, ça veut dire que ce ne sont pas pour la plupart des hommes ou des femmes qui sont en danger de mort dans leur pays pour des raisons politiques ou pour des raisons religieuses. Absolument, c'est toute la difficulté, de ce débat. C'est-à-dire, et ce débat, on pourrait le résumer de la manière suivante, est-ce que les pays d'Europe peuvent accueillir, puisque l'Europe, comme l'Amérique du Nord, mais l'Europe en particulier, est une grande zone d'immigration, hein, le continent européen pris globalement, est-ce que les pays d'Europe, et en particulier les pays de l'Union européenne, peuvent accueillir tous ceux qui sont victimes, je dirais, des désordres économiques de leur pays et pas les victimes de la guerre, ce qui serait pour nous une obligation. Alors nous vivons un dialogue de sourds entre ceux qui prônent la fermeture de toutes les frontières, est-ce possible, et ceux qui veulent une France ouverte. Est-ce possible, hein, Didier Lesky? Je pense qu'il ne peut pas y avoir de maintien d'une cohésion sociale s'il n'y a pas une maîtrise des arrivées, mais c'est un problème très ancien, on a toujours eu cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'immigration, mais il faut voir en quoi cette immigration à un moment donné participe de la richesse collective ou en quoi elle peut déstructurer le tissu social. Et c'est ça l'équilibre à trouver. Or, on a dans des zones, dans des endroits, on a aussi lié à ce qu'a été notre développement économique, c'est-à-dire en fait la régression économique du pays depuis le début des années 80 avec la désindustrialisation, des problèmes d'intégration qui se posent pour une partie de l'immigration. Parce que l'autre difficulté que nous avons, et qui est une difficulté française, c'est qu'on a une part extrêmement importante de cette immigration qui vient de pays déstructurés, et donc ce sont des gens peu ou pas formés, qui ne sont pas directement employables. D'où la difficulté de l'intégration. Et nous parlerons de l'intégration dans la deuxième partie, Didier Lesky, parce que immigration, intégration, ça va de pair, évidemment. Hein. Essayons de réfléchir, de bien réfléchir. Il y a des pays qui sont donnés un exemple. L'Australie, pareil. Ou la Hongrie. J'entends Éric Zemmour qui répète que la France est en danger, que notre pays, notre civilisation vont mourir. D'abord, est-ce que le risque existe ? Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de modèle alternatif. Mais de toute façon, il faut toujours prendre les immigrations au pluriel. Voilà. Il ne faut pas parler de l'immigration, mais il y a des immigrations. Des immigrations. Et il y a des parcours, on va y revenir, d'intégration qui sont différents, ou des apports culturels qui peuvent poser plus ou moins des problèmes en fonction de ce que portent les gens. Soyons clairs, Didier Lesky, une armada de bateaux européens en Méditerranée, des frontières hermétiques, éventuellement même un mur entre la France et l'Italie, ça ne freinera pas, enfin ça freinera, mais ça ne tarira pas l'immigration. Non, ça ne va pas la tarir. De toute façon, il n'y a jamais eu de période depuis le milieu du 19e siècle où on a tari l'immigration. Ce qui est vrai, c'est que l'Europe vit depuis maintenant des décennies un basculement. Il faut se souvenir quand même que au 19e et au 20e, au début du 20e siècle, ou une partie du 20e siècle, l'Europe était un continent d'émigration. Les gens partaient. Ils partaient aux États-Unis, en Argentine, où on avait... Les Européens quittaient l'Europe. Les Irlandais, par exemple. Bien sûr. Et on est arrivé à... On a eu une période où les Européens du Sud venaient vers le Nord. C'est la grande époque en France des Italiens, des Espagnols, des Portugais. Et puis maintenant, on est dans une situation complètement inverse où les personnes du sud du monde viennent vers l'Europe. Pourquoi elles viennent vers l'Europe ? Parce que l'Europe est quand même, et l'Union européenne en particulier, est un continent où il y a des droits sociaux importants, ce qu'on appelle l'État social, qui a été une construction de longue durée. Et la crainte d'une partie de notre population, eh bien, c'est que cet État social soit déstructuré parce que il était basé sur l'idée d'une solidarité commune.
s'il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont pas cotisé, qui ne sont pas employables et pour lesquelles on doit quand même avoir une politique de solidarité, eh bien il y a quelque chose qui interroge sur la capacité à faire. Est-ce que vous comprenez que des Français modestes se disent « ils viennent prendre notre place, ils ont des aides, c'est injuste ». Vous comprenez ce réflexe ? Bien sûr, cette réaction. Je le comprends parce que il y a, par exemple, des sujets sur lesquels on a une crise indéniable, c'est le logement. Oui. Voilà, il y a de fait une concurrence dans le logement social entre des résidents et des nouveaux arrivants, et les critères d'attribution du logement social qui prennent en compte le niveau de richesse, le fait qu'on a un salaire ou pas, le fait qu'on a un ou plusieurs enfants, eh bien, a amené cette situation qui est regardée de manière pénible par une partie de nos concitoyens à avoir une priorité pour des arrivants. Mais Didier Leschi, vous donnez les chiffres. Entre 1968 et 2021, vous le rappelez, le nombre d'immigrés a été multiplié par 2,2 dans la population française, alors que la population française ne l'a été que par 1,4. Ça fait qu'il y a de plus en plus d'immigrés. Oui, bien en sûr. France, près de 11% de la population française aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'immigrés en France, mais pourquoi je dis cela? Non pas parce que pour dire qu'il y a une submersion, ce qui n'est pas le cas, mais pour montrer que la France n'est pas un pays fermé, comme l'Europe n'est pas un pays fermé. Parce que entre 2000 et 2023, le nombre d'immigrés, c'est-à-dire d'étrangers nés à l'étranger, dont certains sont devenus français, est passé de 7 à 11%. Mais en Suède, qui a été pendant très longtemps présenté comme un grand pays de l'accueil, on est passé entre 2000 et 2023 de 10% à 20%. Et aujourd'hui, ce pays qui était un pays généreux, basé sur un état social important, eh bien, est confronté à des problèmes d'intégration extrêmement forts. Et c'est tout l'enjeu du débat, c'est de savoir comment on fait en sorte que les flux soient maîtrisés pour pas qu'il y ait une déstructuration de l'ensemble du tissu social. Maîtriser les flux, c'est indispensable pour réussir ensuite une intégration. Absolument. C'est indispensable. C'est ce que essaient de faire les pays nordiques actuellement. Danemark, Finlande et Suède. Oui, et c'est important. Les pays que vous citez, ils ont cette particularité. Oui. Comme je commence à avoir un certain âge, ils étaient présentés quand j'étais étudiant comme l'exemple même des États gérés par la social-démocratie, où il y avait plein d'avantages sociaux, une prise en charge. Et aujourd'hui, ces pays qui ont historiquement beaucoup accueilli, eh bien, s'interrogent pour savoir si leur modèle social peut tenir. Et dans l'idée du modèle social qui tient, il y a la question du rapport aux acquis sociétaux. C'est là où on va retrouver les débats sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et par exemple, vous citez le Danemark, mais le Danemark, c'est le pays où on a eu le début de ce drame qui a été celui des caricatures, qui va aboutir aux assassinats en France, à Charlie, à l'épicerie cachère, enfin à l'antisémitisme montant en France. Didier Leschi, cette immigration évidemment déstabilise la société française, et pas que la société française, toutes les sociétés européennes qui sont déstabilisées, qui essaient donc de faire face. On parlait d'intégration, de la volonté de ces pays nordiques de maîtriser cette intégration. Comment? En réduisant les conditions matérielles d'accueil, Alors, en réduisant les aides? Est-ce que c'est une solution? Alors, il y a deux choses. On a une immigration de droit qui se maintient. C'est l'immigration familiale. Dans cette immigration familiale, il ne faut jamais oublier que la grande part, ce sont les conjoints de Français avec des mariages qui, en général, sont contractés dans les pays de départ et pas en France. On a une immigration étudiante qui a augmenté ces dernières années. On a une migration de travail qui augmente. Notre problème, c'est cette immigration qui est celle de la demande d'asile et qui est constituée en grande partie de personnes qui ne relèvent pas de l'asile et qu'il faudrait reconduire dans les pays d'origine. Oui, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les reconduire dans les pays d'origine. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas d'unité européenne en ce qui concerne ce que vous appelez les conditions matérielles d'accueil, c'est-à-dire les droits qu'on accorde aux personnes quand elles arrivent ici, je dirais, sans un droit immédiat ou sans avoir participé d'emblée à la richesse collective. Et là, il y a un problème d'harmonisation européenne
dans ce cadre-là, par exemple, quand on prend le rapport à la santé, par exemple, eh bien, on voit que la France est un pays plus ouvert que d'autres. Mais Didier Lesky, prenons l'exemple australien qui est pris bien souvent. L'Australie a trouvé la solution. J'irai pas jusque-là, mais pour maîtriser l'immigration et ensuite l'intégration, eh bien, elle isole, si j'ai bien compris, les migrants sur une île. Nous, l'Europe, nous imaginons créer des zones de rétention. C'est un peu le même système, finalement. Oui, bien sûr. Et les pays... Des zones de rétention dans des pays étrangers où... Bien évidemment, on peut pas... on est obligé de lier le social à la géographie. Oui. L'avantage, je dirais, de l'Australie, c'est qu'elle est entourée par la mer. Bien sûr. Et donc, la question de la préservation des frontières est sans doute pour ce pays plus facile, et d'autant que les distances sont un peu plus longues. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la frontière, c'est aussi quelque chose qui protège les droits sociaux. C'est pas simplement quelque chose qui protège les pays des agressions militaires. Et on voit sur le continent européen aujourd'hui une agression militaire, mais ça protège aussi les droits sociaux. Et en même temps qu'une frontière, Régis Debray parlait de l'éloge des frontières, c'est ce qui permet aussi d'ouvrir la porte. Je veux dire, comme dans une maison, voilà, on décide d'accueillir. Mais ce que propose l'Europe, et c'est une avancée, et il faut la souligner, c'est de mettre en place sur les États européens, sur le continent européen, des zones où on traiterait très rapidement la demande d'asile de ceux qui relèvent manifestement du droit d'asile, et à ce moment-là, on les laisserait rentrer, et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile parce qu'ils viennent de pays sûrs, eh bien, on les maintiendrait et on ferait en sorte qu'ils repartent très vite dans leur pays d'origine. Le problème en France, c'est que les délais d'examen des dossiers, ces délais sont toujours très longs, sont encore trop longs. Alors, ils ont beaucoup raccourci. On est aujourd'hui un des pays d'Europe où ça va le plus vite. Au niveau de l'OFPRA, ça va le plus vite. On a un problème qui est la Cour nationale du droit d'asile, qui ralentit, puisque toute personne qui a un refus de l'OFPRA peut après demander à la Cour nationale du droit à l'asile de réexaminer sa situation. C'est pour cela que le projet de loi présenté par le gouvernement propose de décentraliser la Cour nationale du droit d'asile pour rapprocher le justiciable. Moi, c'est pour quand d'ailleurs ce projet de loi? Vous avez des informations à ce propos? Le ministre de l'Intérieur a indiqué récemment que le projet de loi serait inscrit à l'ordre du jour du Sénat. En tout cas, c'est la proposition qu'il fait au bureau du Sénat début novembre. C'est vrai, le 6 novembre, je crois. Le 6 novembre, et en février à l'Assemblée nationale. Et en février à l'Assemblée nationale. Bien. N'oublions pas non plus qu'il faut aussi que l'immigré adhère aux valeurs du pays dans lequel il veut vivre. Absolument, mais ça c'est indispensable. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce point sur lequel les pays nordiques ont insisté, notamment le Danemark. Notamment le Danemark, c'est-à-dire que tout l'enjeu pour avoir une immigration qui soit utile socialement, c'est qu'elle ne déstructure pas les peuples. Voilà. Bien sûr. Et la question de la déstructuration des peuples, c'est un sujet qui n'est à la fois social et culturel. Et donc, on a une attention toute particulière sur la question de l'intégration dans des pays qui sont des pays récents, je dirais, 50, 60 ans en termes d'immigration, et qui sont des pays où la population était assez homogène. Et là, il y a une volonté extrêmement forte de faire en sorte que les personnes adhèrent au modèle culturel en même temps qu'elles s'intègrent dans le modèle social. Alors, pour nous résumer, les personnes les plus modestes souffrent de l'immigration parce qu'elle est à proximité. L'immigration, elle s'est installée à proximité, dans les logements sociaux, dans les personnes, et notamment à gauche, qui vivent dans des quartiers plus faciles, qui ne sont pas confrontés à l'immigration, peuvent faire preuve de solidarité, c'est plus facile. Didier Lesky. Oui, vous avez raison qu'il y a une symbolique terrible. Oui, disons clairement les choses. Au sens historique, puisque les partis de gauche étaient historiquement les partis qui structuraient ce qu'on appelait le mouvement ouvrier, qui aidaient à l'intégration et qui menaient au sein des immigrations des batailles politiques importantes pour justement faire en sorte qu'il y ait une convergence d'idées pour un horizon commun
qu'à l'époque on appelait le socialisme pendant très longtemps. Et aujourd'hui, la symbolique, elle est sans doute pour la gauche extrêmement difficile, puisque les partis de gauche gèrent les villes les plus riches de France et donnent le sentiment tout le temps de faire injonction aux plus démunis, d'accueillir plus démunis qu'eux, c'est-à-dire alors que... Dans les quartiers où ils ne vivent pas. Prenons l'exemple de Paris. Paris, c'était encore 500, 600 000 ouvriers au début des années 60. Et la part d'immigration dans Paris s'est considérablement réduite à partir des années 80, même s'il y a des efforts qui sont faits. Et en plus, les immigrés qui sont dans Paris ne sont pas forcément les plus pauvres. Oui, Didier Leschi, très difficile sur ces questions d'immigration de garder un équilibre et de garder une grande lucidité. Il faut garder un équilibre parce qu'il faut garder, je dirais, sa part d'humanité, et que le sujet de l'immigration, c'est à la fois un sujet global et puis c'est un sujet qui est en rapport avec des individus, des personnes, et c'est tout l'enjeu. Mais c'est la question du tragique de l'histoire et du monde, et on ne peut pas simplement être pris par le tragique pour résoudre des questions qui sont épineuses. L'immigration de travail, puisque c'est une des questions qui va agiter le débat au Parlement, l'immigration de travail avec la régularisation de ceux qui ont des difficultés pour souvent prolonger leurs droits de séjour. Vous êtes favorable ? Je trouve qu'il y a une certaine illusion ce débat n'est pas sereinement mené, à mon sens, pour deux choses. D'abord, il y a une immigration de travail, j'ai dit 50 000 titres de séjour l'année dernière, mais cette immigration de travail, c'est une immigration de travail de travailleurs qualifiés, beaucoup d'informaticiens, voilà. La deuxième chose, dans les hôpitaux de médecins. Voilà. La deuxième chose, c'est que ce qu'on appelle les métiers en tension, quand on regarde précisément la liste, il y a beaucoup de métiers en tension qui sont des métiers qualifiés. Et il n'est pas certain que ceux qui sont ici sans papier puissent remplir spontanément les métiers en tension. La troisième chose, c'est qu'il ne faudrait pas, et dans le cadre de cette régularisation qui se fait au fil de l'eau et qui, à mon sens, est nécessaire pour ceux qui travaillent depuis un moment dans certains métiers, que ça participe d'une cécité, d'un refus d'examiner très précisément ce que sont ces métiers, pourquoi souvent ce sont des métiers sous-payés, fractionnés, et pourquoi une partie de ceux qui sont ici et à qui, par exemple, nous avons offert l'asile, n'y vont pas. Et c'est là une réflexion sur qu'est-ce que c'est que ces métiers et qu'est-ce que serait une vie bonne pour faire en sorte que ceux qui les occupent ne soient pas en même temps amenés à faire de la suroccupation de logements, à vivre dans des squats, à être dans des conditions indignes pour pouvoir livrer des sushis à justement ceux des cœurs de ville que vous avez signalé tout à l'heure. Dont j'ai parlé tout à l'heure. Didier Leschi, je voudrais terminer parce que l'immigration de travail, évidemment, je prendrais juste ce petit exemple en Italie où il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme chez nous, mais parce que on lie évidemment les phénomènes migratoires à la natalité, au taux de natalité, évidemment, et aussi au phénomène climatique. Tout ça est lié. Mais Didier Leschi, le ministre de l'Agriculture, qui ne cessait de dénoncer le grand remplacement, a déclaré « Nous avons besoin de l'immigration ». On en est là. Oui, bien sûr. En Italie, il y a un besoin d'immigration, et en Italie, il y a des flux différents d'immigration. Par exemple, il y a une très forte immigration asiatique qui a repris l'industrie du vêtement, en particulier en Italie du Nord. Et puis, il y a une demande d'une immigration pour l'agriculture, mais qui est souvent dans des conditions de pénibilité, d'emploi, de salaire, qui est tout à fait discutable. Mais l'Italie est un pays qui a besoin d'une immigration, mais qui souhaite que cette immigration... Est-ce que ça veut dire que nous aussi, on a besoin d'immigration? On fait venir, par exemple, tous les ans 16 000 travailleurs saisonniers du Maroc pour l'agriculture. Mais la question que je me pose souvent, c'est, puisqu'on a aussi des débats sur l'écologie, si vous voulez, c'est que est-ce que sur le plan écologique, il ne serait pas plus préférable d'avoir une capacité à entraîner vers le travail et dans l'agriculture, par exemple, une partie des 30 000 réfugiés à qui nous donnons un titre de séjour tous les ans. Merci Didier Leschi d'être venu nous voir. C'est très intéressant, cette réflexion autour de l'immigration. Ce grand dérangement, l'immigration en face, nous l'avons regardé en face, en disant clairement les choses. Nouvelle édition, Tract, chez Gallimard. Il est 8h57, merci.